Les amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo de What If numéro 5. Et si la France n'a pas perdu contre la Bulgarie en 93? Un souvenir horrible pour le football français. Donc accrochez-vous, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Pour vous replonger dans les faits, on est le 17 novembre 93. La France affronte la Bulgarie au Parc des Princes. La France n'a qu'à récupérer un point de ce match pour être qualifié et aller à la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Un seul point et donc doit faire match nul. Pour vous rappeler un petit peu le contexte, c'est que la France, le match d'avant, affrontait Israël, donc Israël, une petite équipe quand même au niveau européen, dernière du groupe. La France est à domicile et doit battre l'Israël pour être qualifié d'office. Seulement, ben, un petit abus de confiance quand même, parce que pour vous replonger dans les faits à l'époque, c'est que avant le match, vous avez donc la diffusion de la musique l'Amérique, un son de Jodassin. Vous avez, en fait, en gros, c'était fait quoi. C'était fait. On allait aux États-Unis. Les joueurs, pareil, dans le vestiaire, pareil, ça diffusait la musique. Ouais, on commençait déjà à se renseigner justement sur comment ça se passait aux États-Unis, où est-ce qu'on allait se loger, etc. Non mais vraiment, hein, c'est vraiment les faits. Et donc la France mène 2-1 face à Israël et se fait surprendre justement dans la fin de match et perd 3-2 ce match-là. Donc déjà vous perdez 3-2 contre le dernier du groupe, mais vraiment une équipe à votre portée, hein. Vous avez battu 4-0 à l'aller, donc vraiment une équipe voilà, vraiment à votre portée, vous perdez. Donc là il vous reste un match, mais bon déjà vous redescendez un petit peu dans l'étage dans le sens où vous avez perdu déjà un match. Et donc vous arrivez donc ce 17 novembre 93 face à la Bulgarie. Donc vous êtes deuxième du groupe, vous avez juste un point à prendre avec une génération de fous, hein. Je vous fais un petit peu la compo. Vous avez donc dans les buts Bernard Lama. Ensuite, vous avez Marcel Desailly en défense avec Alain Roche, Laurent Blanc et Emmanuel Petit. Au milieu, vous avez Paul Le Guen, Didier Deschamps, Franck Sauzet et Rénal Pedros. Et puis en attaque, vous avez comme capitaine donc Jean-Pierre Papin et Eric Cantona. Donc c'est une équipe stratosphérique, franchement. Face à une génération quand même euh, exceptionnelle, hein, la Bulgarie 93 exceptionnelle. Donc vous avez dans les buts le légendaire Mihailov. Ensuite en défense vous avez Kremeliev, Trifon Ivanov, Petar Upchev, Tsetanov, Zlako Yankov, Lechkov, Balakov, Kostadinov, le fameux Emile Kostadinov. Et en attaque vous avez Penev et Isto Stoikov, le futur Ballon d'Or 94. Donc pour vous dire que c'est une équipe de feu, de fous furieux. Et donc, la France est quand même dominatrice, hein, puisqu'elle elle marque justement par Cantona à la 32e minute. Ensuite, l'égalisation du fameux Kostadinov à la 37e. Et puis vous avez ce match qui se déroule, donc tout va bien. La France tient son match nul, tout va bien. Il reste, allez, on est à la 90e minute, hein. Donc vous avez Ginola qui part juste avant, donc à la 89e, qui part pour déborder. Et finalement fait ce centre dont on n'a toujours pas compris pourquoi, parce qu'il voilà, il est vraiment tout seul. Normalement, en fin de match, vous êtes attaquant, vous avez le ballon, vous le gardez, vous allez au poteau de corner, voilà, vous essayez de la garder pour faire dérouler le temps, et tout va bien, quoi. Et je sais pas pourquoi. En fait, souvent, après coup, on a compris qu'en fait, c'était la fougue du mec qui était en fait remplaçant, qui voulait être titulaire pour ce match, d'ailleurs, qui avait marqué contre Israël. Et c'était lui qui avait fait un bon match, d'ailleurs, qui avait marqué contre Israël, mais la France avait perdu. Et donc, quand il est rentré, il était un petit peu fougueux, un petit peu sur les nerfs, et donc, du coup, il a voulu prouver, je sais pas ce qu'il a voulu faire, et donc, il déborde, il fait ce centre qui arrive au troisième poteau. Et donc, vous avez la Bulgarie qui reprend ce ballon. Bon, même s'il rate, il fait ce centre qui est un petit peu incompréhensible. Voilà, la Bulgarie part de son camp. Voilà, il n'y a pas de danger normalement. Donc il remonte le terrain, machin, ça avance, machin. Ce qui est bizarre, c'est que les joueurs qui sont vraiment apathiques, les joueurs de l'équipe de France qui sont vraiment apathiques, ils sont là, ils laissent passer, il n'y a pas de faute, il n'y a pas quelqu'un qui va commettre une faute. Ils laissent passer les Bulgares qui remontent le terrain, qui font leur jeu, etc. Et puis vous avez ce débordement avec la balle qui arrive sur Kostadinov et cette frappe incroyable qui va sous la barre de Lama. Et donc vous avez 2-1, la victoire de la Bulgarie à la dernière minute.
Et là, franchement, on est tous effondrés. Je me souviens que j'étais petit quand j'avais vu ce match, mais je m'en souviens encore parce que c'était une folie, quoi. Là, le but à la dernière minute, le commentateur à l'époque, c'était Thierry Roland avec Jean-Michel Larquet. On est tous abasourdis. On ne sait pas ce qui s'est passé. La France perd 2-1 contre la Bulgarie et ne va pas au Mondial 94. Et donc, du coup, on est tous là, abasourdis, et la France ne sera pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Alors que c'était fait, quoi. Voilà, tu n'avais qu'à gagner contre Israël, le dernier du groupe. Là, contre la Bulgarie, tu avais juste à faire match nul, et tu perds. Et donc, c'est la grosse désillusion. Ça en va justement de plein de polémiques, à savoir Gérard Rouillet, qui est l'actuel sélectionneur, qui va s'en prendre à Ginola. C'est vrai qu'en fait, c'est la faute de Ginola s'ils ont perdu, parce que voilà, il y a ce débordement. C'est vrai qu'il est incompréhensible, mais de là à rejeter la faute sur Ginola, et même parce que cette histoire, 93, même en 2023-2024, donc 30 ans après, donc Gérard Rouillet, un père à son âme, qui est décédé entre-temps, mais toujours à l'époque, il était encore sur cette histoire, il n'avait pas lâché, il avait dit que voilà, c'était de la faute de Ginola, et Ginola d'ailleurs qui en a beaucoup souffert toutes ces années, mais voilà, ils se sont pas rabibochés, ils étaient toujours en dispute à ce niveau-là, quoi. Mais c'est fou quand même déjà, tu perds contre Israël, il y a ce débordement, mais sinon, voilà, les Bulgares, ils récupèrent la balle en défense, ils ont le temps de tout remonter, ils marquent, et t'es là, tu rejettes la faute sur Ginola, sachant que non, 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 c'est une faute collective, quoi. Et le premier responsable, bah, c'est lui, c'est le sectionneur, forcément, c'est lui qui décide des choix, c'est lui qui fait l'équipe, c'est lui qui donne, qui aurait dû dire à ses joueurs bah, de faire faute, ou etc., je sais pas, mais de là à rejeter la faute sur un joueur, franchement, c'est grave, c'est très très grave. Et donc, s'ensuit bah, justement toutes ces polémiques. Et donc, la démission de Gérard Rouillet. Et puis, le poste, justement, bah, suite à cette élimination, on donne le poste à Aimé Jacquet, qui était à l'actuel adjoint de Gérard Rouillet. Et donc, c'est une grosse désillusion pour l'équipe de France, hein, qui ne va pas à la Coupe du Monde, hein. Déjà, qui n'était pas allé en Coupe du Monde en 90. Pareil parce qu'il s'était pas qualifié justement pour la Coupe du Monde 90. Là, un nouvel échec pour 94. Donc ça veut dire que c'est une génération vraiment qui connaîtra pas de Coupe du Monde, hein. Et donc on va faire un petit what if. Donc on va répondre à ce what if. Et si l'équipe de France justement s'était qualifiée pour cette Coupe du Monde, bah, qu'est-ce qui se serait passé? Bah déjà, vous allez au Mondial 94. Déjà, aller à une Coupe du Monde, mais c'est fou, hein, parce que quand même, c'est quelque chose. Sachant que la Bulgarie qui vous élimine arrive en demi-finale justement de la Coupe du Monde, hein, avec sa génération incroyable, hein, Stoïkov, Balakov et ce fameux Kostadinov. Ils arrivent en demi-finale de Coupe du Monde et ils font une Coupe du Monde exceptionnelle. D'ailleurs, avec Stoïkov qui va finir meilleur buteur de la compétition et Ballon d'Or dans la foulée cette année. Donc, pour vous dire qu'en fait, cette équipe de France, elle avait le niveau justement pour aller très loin dans cette Coupe du Monde. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une génération du coup, dans 90-94, bah, la génération donc Papin, Cantona, Ginola, bah, tout ça, ils connaîtront jamais justement le fait de jouer en Coupe du Monde. Mais pour une carrière de joueur de haut niveau, mais c'est un raté, c'est un échec exceptionnel. Donc vous avez ça, et ensuite vous avez le fait que justement, suite à cet échec ultra cuisant, vraiment cuisant, vraiment c'est un traumatisme pour le football français, bah, derrière en fait, Aimé Jacquet, partant de ça, bah, il va construire un groupe justement en 96 pour l'Euro, bah, complètement différent, parce qu'il va savoir que en fait, c'est surtout lié a beaucoup de problèmes d'ego dans le groupe parce tout le monde va le vivre, hein, les joueurs y compris. Ils savent que voilà, à cette époque, c'était un petit peu la rivalité déjà entre joueurs de Marseille, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de Marseille, hein, notamment Deschamps, De Sailly, Dimeco à l'époque, etc., face à l'équipe du PSG, donc Lama, vous avez qui d'autre? Vous avez Alain Roche, Le Guen, Guérin. Donc en gros, il y a eu cette dualité un petit peu du PSG Marseille, parce qu'à l'époque, voilà, c'était Tapi contre Canal avec Denisot. C'était vraiment la rivalité, la grosse rivalité en France. Et donc d'avoir des joueurs de ces deux équipes
dans le groupe, bah forcément ça crée des tensions, etc. Surtout qu'avec des forts égaux, hein. Quand vous avez Cantona, on connaît la personnalité de Cantona, on connaît la personnalité de Jean-Pierre Papin, de Ginola, donc vous avez tout ça, de Deschamps, vous avez tout ça dans un même groupe, bah forcément ça crée des tensions, et c'est compliqué de créer un groupe, justement, d'unifier un groupe quand vous avez autant d'antagonisme dans un groupe. Donc, partant de ça, ben, Aimé Jacquet, il va complètement changer sa position. C'est qu'il y a l'Euro 96 qui arrive, et ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va renouveler le groupe, hein. C'est qu'il va écarter justement certaines personnalités comme Papin, comme Cantona, pour prendre des jeunes joueurs, quitte à, voilà, c'était peut-être un peu moins bon parce que jeune, inexpérimenté, mais il va faire un groupe surtout, et il y a quand même une pierre angulaire là-dedans, c'est Didier Deschamps qui reste dans ce groupe et qui est quand même le futur capitaine de l'équipe et qui a ce lien un petit peu avec Aimé Jacquet, et donc qui va faire en sorte d'écarter un petit peu les joueurs qui ont un petit peu pas trop d'affinité avec lui, mais en tout cas qui pourrait gêner justement la bonne cohérence du groupe. Donc ça va écarter donc Eric Cantona, ça va écarter Ginola, et puis ça va reprendre à l'époque, ben, c'était Zidane, hein, c'était les débuts justement en équipe de France de Zidane. Et donc petit à petit, justement, pareil en 98, c'est prendre un groupe avec plus d'affinité, en tout cas avec des personnalités un petit peu plus lisses, on va dire, mais en tout cas qui correspondent plus à une harmonie dans un groupe, et évacuer pourtant les gros joueurs qui étaient Ginola, Cantona, qui étaient des stars, vraiment des stars dans leur championnat et dans leur équipe, qui jouaient notamment en Angleterre, mais qui avaient des forces personnalités, et donc plus compliqué justement, peu moins malléable, et donc du coup on va créer un groupe vraiment qui va fédérer autour du but commun, c'est remporter le trophée. Et donc c'est vraiment ça qui a fait que le fait de perdre justement, d'avoir cet échec, eh ben on a justement pris, comment dire, on a appris de ça, appris de cet échec, et donc du coup on a créé un groupe, parce que voilà, quand vous allez dans une compétition, c'est un mois en vase clos, et donc du coup il faut vraiment que les gens s'entendent bien, qu'ils partagent des choses pour pouvoir justement être plus performants au quotidien. Et donc, du coup, c'est vraiment, faut créer un groupe. Et surtout, faut créer des rôles. Ce qui fait que souvent, on prend des titulaires qui sont vraiment titulaires, qui sont vraiment au-dessus, et après des remplaçants qui fédèrent, et puis surtout qui savent leur rôle pour justement pouvoir le supporter pour toute la compétition. Si vous prenez des joueurs justement comme ce qui s'est passé avec Ginola, vous prenez un joueur qui pense qu'il peut être titulaire, et à juste titre, hein, parce qu'il avait le niveau pour être titulaire, bah forcément ça va créer des tensions, etc. Il va mal le vivre et ça va peser sur le groupe. Et c'est ce qui s'est passé justement en 93, et c'est ce qui a fait que derrière, bah justement, le groupe 96 puis 98, mené par Aimé Jacquet, a justement évolué. Et donc du coup on a pris des remplaçants. À l'époque vous aviez Diomède, Charbonnier, je sais pas qui y avait d'autres, mais en tout cas c'est des joueurs qui connaissaient justement leur poste, ils savaient qu'ils allaient être remplaçants, et du coup ça a permis une belle harmonie dans ce groupe, et c'est ce qui a fait sûrement que la France a pu remporter cette Coupe du Monde, hein. Donc je pense que voilà, le what if il est très important. Et puis d'ailleurs, petite anecdote, parce que quand même faut le rappeler, c'est très important, pour vous dire un petit peu l'histoire, comment c'est fait vraiment de détails. Il faut savoir que les joueurs, donc Kostadinov, Emile Kostadinov, qui jouait en Bulgarie avec Penev en attaque, il faut savoir que ces deux joueurs, ils étaient arrivés clandestinement pour ce match. Oui, oui, parce qu'en fait, ils avaient des problèmes de visa. Et donc, du coup, ils ont réussi à passer justement la frontière pour pouvoir jouer ce match. Donc, vous imaginez le truc, l'histoire, comment c'est fait. C'est que si ces joueurs-là, justement, avaient pas pu jouer ce match pour des raisons de visa, ils n'étaient pas rentrés illégalement dans ce match, bah, ça se trouve, la France aurait pu gagner tranquille, parce que voilà, deux joueurs titulaires, c'est quand même important dans un match aussi important. Donc voilà, c'est l'histoire, hein, c'est l'histoire, les amis, c'est l'histoire. Voilà, comment à peu de choses, on rate une Coupe du Monde, et on rate la gloire, quoi. C'est fou, c'est fou. Donc c'est bien de ressasser en fait des histoires comme ça, parce que ça vous montre à quel point le haut niveau en fait c'est fait de petits détails, et puis surtout c'est que c'est toujours des anecdotes incroyables
qui font qu'en fait, voilà, la carrière d'un joueur, ça joue à vraiment peu de choses, hein. Le Kostadinov en question, je peux vous dire qu'en France, tous les gens qui s'intéressent au foot, ils connaissent ce Emile Kostadinov, hein, et ils connaissent ce France-Bulgarie. Pour vous dire, ça a marqué les mémoires. Mais en tout cas, d'une défaite aussi cuisante, on peut apprendre derrière. Et puis si on fait les bons choix, ben derrière, ça peut amener des choses exceptionnelles comme 98, hein, cette victoire. Je pense que avec la qualification, je pense qu'on n'apprend pas des erreurs, parce qu'il faut vous dire, ouais, la confiance que les joueurs avaient pour mettre quand même des sons Born in USA, l'Amérique, alors que vous avez encore 2 matchs à gagner pour être qualifié. C'est pour vous dire à quel point l'excès de confiance qu'il y avait dans ce pays, même dans ce pays, parce que c'est pas que les joueurs, c'était l'entourage, tout le monde, hein. C'est fou, c'est fou. C'est fou, vous n'êtes même pas encore qualifié, mais vous pensez déjà justement à comment ça va se passer aux États-Unis. Non, c'est de la folie. Donc voilà, c'était le What If numéro 5. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. En tout cas, c'était une belle histoire à raconter. N'hésitez pas à liker, à commenter, hein, et puis on va continuer ce thème qui est quand même sympa à raconter. Allez, je vous dis à la prochaine, les amis.